Est connecté. Est-ce que tout le monde nous entend déjà? J'ai sur le chat. Oui, yes, merci Vivien. Je pense qu'on va avoir plusieurs oui. Bonjour à toutes et à tous. Vendredi, on est vendredi pour ceux qui, euh, qui ne gèrent pas leur emploi du temps avec le confinement et qui savent plus quelle journée. Avant un super week-end prolongé. Et on a la chance aujourd'hui avec Alexandre de Caporne. Merci Alexandre. Déjà, est-ce que ça va? Ça va bien, merci de ton accueil, Adrien. Bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va. J'ai chopé le Covid il y a 2 semaines, mais ça va mieux. Heureusement, je m'en suis sorti. Bah, écoute, tant mieux. T'es immunisé maintenant, tu as le Exactement. totem de l'immunité. Donc, tant mieux. Et juste pour cadrer, on a des webinaires la semaine prochaine, donc ils reprendront à partir de mardi, du coup, puisque lundi est férié. On continue à avoir cette semaine, c'était super intéressant parce qu'on avait plusieurs VC. Je pense que ça va être très intéressant aussi, Alexandre, d'avoir ton avis et comment vous fonctionnez chez Caporn. La semaine prochaine, on a mardi notamment le conseiller startup de la Banque de France et qui va répondre à toutes vos questions sur les prêts parce que c'est vraiment un gros bordel. Je pense que Alexandre, tu pourras un peu confirmer sur vos participations, mais entre le PGE, prêt à tout, prêt le maire, prêt rebond, les conditions entre les banques, en fait, l'État demande le soutien aux banques et c'est pas évident d'avoir une ligne directrice claire sur toutes les banques et même au sein des banques de toutes les agences. Donc, on verra ça mardi, comment la Banque de France et notamment le médiateur du crédit peut vous aider dans vos démarches si vous avez un prêt bancaire refusé. Puis après, on aura d'autres sujets. On a aussi des fonds impact. On va voir un peu comment les fonds impact gèrent cette crise aussi. Donc, ça va être super intéressant. Mais aujourd'hui, on a donc Alexandre de chez Caporn. Est-ce que déjà, tu peux te présenter et rappeler ce que vous faites chez Caporn? Oui, bonjour tout le monde. Je vais essayer d'aller assez vite. Vous trouvez plein d'infos sur Caporn sur le web, mais donc on a un fonds early stage B2B, donc on fait principalement des séries A, c'est le cœur de notre métier, de façon opportuniste du seed et de la série B, donc des tours enfin des chèques de 1 à 4 millions sur des tours de 2 à 20. C'est globalement ce qu'on fait d'habitude en première instance, et vrai que des follow-on évidemment. On a un fonds de 135 millions qu'on est en train de finir d'investir. On est aussi en levée de fonds pour lever notre troisième fonds. Donc voilà, on vit aussi la même vie que les entrepreneurs, à lever des fonds en cette période qui est particulière. Voilà, on a un portefeuille de 28 sociétés qui sont toutes B2B. Et nous, notre particularité, ce qui nous différencie un petit peu, c'est que on est focalisé sur l'accompagnement commercial de nos boîtes, reposant sur un réseau d'investisseurs de 300 personnes qui sont soit des entrepreneurs, des ex-entrepreneurs, des dirigeants, des ex-dirigeants, qui nous donnent peu ou prou accès au board ou au COMEX du top 100 français. Directement. Ouais. Ok. Et on anime ça avec une équipe de big dev qui met en relation les besoins de nos participations et cet écosystème de corpo. Ouais. Vous êtes plutôt agnostique en termes de secteur? Alors, on est B2B, après, on est agnostique sur les secteurs, on n'est pas dans le B2B, on fait un peu de tout, on est 5 associés, on a toutes des particularités, des expériences, des expertises. Moi, j'ai bossé 20 ans dans la tech, donc moi, j'aime bien le software. C'est ce que je connais bien. Je connais bien le software et les télécoms, donc je fais plutôt du enterprise software, mais j'ai des collègues qui sont super branchés sur les plateformes et qui, sur ce modèle-là, sont très à l'aise. Moi, c'est moins mon truc. Je suis plutôt sur le SaaS et le enterprise SaaS, donc les cycles de vente complexes, grands comptes, c'est plus ma tasse de thé. Donc, à titre perso, c'est ce que je regarde. Mais entre les 5 associés, on va toucher à tout ce qui est B2B, du B2 Small B ou B2 Enterprise. Ok, super, merci Alexandre. Encore une fois, on a un onglet questions. Si vous avez des questions, on va pouvoir bosser dessus. Tu as dit plusieurs choses. Je pense qu'on va pouvoir discuter à la fois du rôle d'investisseur et d'operating. Alors, les termes sont un peu différents. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions sur les glossaires de ce fabuleux écosystème, parce qu'on a pas mal de termes. Mais le rôle d'opérateur, enfin operating, enfin plutôt d'associé qu'on les font, on va essayer d'un peu différencier les deux. Et si on prend votre casquette d'investisseur, comment vous vivez la situation actuelle? C'est quoi vos principes que vous avez mis en place? Est-ce qu'on stoppe le deal flow? Est-ce qu'on continue à regarder? Est-ce que on reste ouvert au contact? Où est-ce que vous en êtes, vous? Ouais, alors, il y a eu tout un truc de tous mes confrères à travers le monde qui était business as usual. Et à un moment donné, bon, ça me gonflait un peu parce qu'il y avait carrément des spreadsheets qui passaient où il fallait dire si on était ouvert et tout ça. Et tout le monde qui disait, ouais, bien sûr, c'est comme avant. Euh,
on va pas se voiler la face, la crise, elle est assez violente. Elle est violente pour les entreprises dans lesquelles on a investi et toutes les startups du monde entier. Elle l'est aussi naturellement pour les VC. Donc en fait, il y a deux types d'investisseurs. Il y a les tiers, ce qu'on appelle les tiers zéro. Donc pensez Index, Axel, Andreessen, KKR, tout ça. Insight qui vient de lever un fonds de 9,5 milliards, 9,5 milliards pour un fonds B2B. Eux, ils vont investir. Ils continuent, ils ont du fric à déployer, ils déploient. Ça, c'est le tier 0. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, en Europe, à part Index et Axel, voilà, c'est vraiment les gros. Si vous vous demandez si un fonds est tier 0 ou pas, c'est qu'il ne l'est pas. Si vous n'êtes pas clair là-dessus. Donc, pour eux, c'est probablement business as usual. Pour tous les autres, dire qu'on est business as usual, qu'on voit des boîtes, qu'on va faire des term sheets et tout ça, ce serait complètement mentir, ce serait complètement bullshit. Parce que, clairement, et c'est ce que je disais dans un post récemment sur LinkedIn, aujourd'hui, un entrepreneur, moi je rencontre des entrepreneurs, j'ai encore fait plein de deal flow cette semaine, mais la première question que je pose, c'est écoute, si tu cherches du cash pour les 2 prochains mois, c'est pas avec moi. Et probablement avec très peu de mes confrères, mais je peux pas t'aider là-dessus, on se connaît pas. Et on va pas, voilà, je vais pas tirer une term sheet comme ça sur une boîte, sauf peut-être alors, à la marge, une boîte qui en ce moment tire 400% de croissance hebdomadaire parce qu'elle est sur un créneau qui est hyper porteur et tout à coup on aura une épiphanie. Mais globalement, l'écosystème va pas tirer term sheet sur des boîtes qu'ils connaissent pas, sur des mecs qu'on rencontre en Zoom. Par contre, moi, je rencontre des entrepreneurs parce que donc, je commence par clarifier ce point-là et dire, écoute, si c'est pour dans 6 mois, si c'est pour établir une relation, nous, les investissements qu'on a fait, c'est avec des gens qu'on a appris à connaître, on apprend à se connaître sur la durée. Parce que quand on investit, après, j'ai passé 5 ans, 7 ans, 8 ans au bord de la boîte, c'est important qu'il y ait des affinités partagées. Et donc, ça ne se crée pas comme ça instantanément en 2 semaines sur des meetings en call vidéo. Donc, pour répondre à la question, voilà, on continue à avoir des boîtes avec la clarté que ce ne sera pas pour un investissement à court terme. C'est des gens qu'on a envie de voir, il faut qu'ils restent dans notre cible. On continue à rencontrer des gens, mais clairement, à très court terme, on ne va pas faire de deal. Parce que notre priorité, c'est notre portefeuille. Est-ce que vous continuez quand même à nourrir des relations ou rester ouvert quand même à recevoir des decks, des présentations, des connexions d'entrepreneurs? Ouais, complètement. Enfin, on reçoit des decks, on essaie de répondre le plus rapidement possible et on essaie d'être plus réactif encore Notre enjeu, c'est un enjeu de réputation en tant que fonds, mais comme tous mes petits copains. Et c'est d'être hyper clair avec les entrepreneurs, c'est de leur filer des réponses rapides et on les rencontre quand c'est un sujet où on se dit, bah écoute, si c'est pour dans 6 mois, ouais, commençons à nous connaître. Il y a des boîtes avec lesquelles j'ai fait déjà deux rencontres en toute connaissance de cause. Ouais. Parce que c'est dans ma thématique, c'est dans mes sujets, etc. Et on continue à rencontrer les gens, ça c'est sûr. Et juste avant, j'étais avec Euratech, avec des entrepreneurs. On n'arrête pas de rencontrer les gens, ça c'est sûr. Voilà. Ouais, l'idée aujourd'hui aussi, et puis dans tous ces webinaires, c'est de rester quand même assez optimiste, même si on ne sait pas du tout où est-ce qu'on va et ce qui va se passer. Et c'est bien de savoir qu'on peut continuer à contacter des fonds. C'est bien de savoir aussi qu'il y a des liquidités sur le marché. Donc, quand ça va repartir, même si ce sera plus complexe, je pense que tu seras d'accord avec ça, de lever des fonds, il y aura quand même la possibilité de lever. Il va falloir avoir des fondamentaux plus solides et faire partie on va dire, d'une sélection encore plus drastique déjà qu'avant. Mais en tout cas, c'est bien de dire qu'il y a des liquidités, qu'il y a la possibilité de contacter les fonds, de continuer à le faire. Après, il y avait une question d'ailleurs hier qui était assez intéressante, c'était de savoir est-ce que toi, t'attends dans un deck que tu reçois qu'on voit déjà les impacts Covid et de la crise économique sur le business d'une entreprise qui t'apporte un deck, justement, surtout en B2B, voilà, en disant, bon, bah, on ne va pas montrer des courbes exponentielles comme ça, on va plus dire qu'on va travailler d'abord sur le produit. Qu'est-ce que tu attends un petit peu dans la clairvoyance des entrepreneurs qui te contactent? Moi, c'est qu'ils me disent, effectivement, la première question que je leur pose, et je leur dis, écoute, si tu n'as pas changé ton deck et que tu ne sais pas, c'est normal, moi non plus, je ne sais pas. Et donc, je peux faire plein de prédictions sur l'avenir, mais je n'ai aucune idée parce que j'ai vécu la crise de 2001, j'étais entrepreneur, j'ai fait faillite. J'ai vécu la crise de 2009, je travaillais dans une startup qui était basée à Mountain View et c'était super chaud. Et cette crise qu'on vit actuellement, elle ressemble pas du tout aux 2 précédentes crises que j'ai connues. Donc, c'est compliqué je sais juste qu'elle est dure et durable. Donc voilà. Donc aujourd'hui, moi, la première question que je pose, c'est OK, quel impact tu vois tout de suite? Qu'est-ce que tu vas faire? Quelle est ta réaction à la crise? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les gens réagissent à la crise.
Et c'est pas seulement je vais me camoufler, je vais tout oublier, c'est oui, bah, je fais super gaffe au cash que j'ai parce que j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux parce que je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir me refinancer. Donc je fais super gaffe à ça. Et tiens, j'ai une opportunité de creuser mon produit, j'ai une opportunité de faire ça, donc je fais des arbitrages et je fais des choix. Moi, ce que je pense, c'est quand tu as une crise comme ça, ne rien Ouais, faire, c'est déjà faire un choix. Et pour moi, quand tu as un truc qui tombe comme ça sur la gueule, ne rien faire, ça me paraît quand même bizarre. Ça me paraît bizarre. Et moi, dire que je suis business as usual, ouais, les entrepreneurs pourraient me prendre pour un taré ou se dire, attends, il est. Et surtout, moi, j'ai des LP qui me confient de l'argent. Et si je leur disais non, mais on continue comme avant, ce serait irresponsable. Ce serait complètement irresponsable. Parce qu'on ne sait pas, on sait pas quoi va ressembler le marché plus ouais, tard. Donc, pour moi, ce que je leur dis, la première question que je pose, c'est tu fais quoi en ce moment? C'est quoi ta priorité? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois comme opportunité? Comment tu prends le truc? Et c'est passionnant. Et n'empêche, ça file un coup de boost parce que les entrepreneurs, c'est des gens optimistes qui ont plein d'idées, qui voient comment pivoter rapidement. C'est là qu'on sent aussi ceux qui sont meilleurs. Et c'est des conversations hyper intéressantes. Mais voir comment ils s'adaptent, pour moi, c'est un des premiers trucs que je regarde. Après, sur les courbes et les machins, s'ils n'ont pas eu le temps de changer et refaire un nouveau modèle, ailleurs, je m'en fous. Je peux faire des prédictions. La prédiction modèle de base, c'est sur du B2B aujourd'hui, tu peux être flat sur 2020 ou faire un petit 10% de croissance et ça ne me choque pas. ouais, bien sûr. Ouais. Intéressant, on va garder quelques petites questions, parce qu'il y en a aussi qui commencent à être posées sur justement ton rôle d'invest et le rôle d'invest chez Caporn aujourd'hui. Et puis, il y a pas mal de petites questions où tu m'as dit hier que tu serais no bullshit sur LinkedIn. Donc, il y a des petites questions sympas que j'ai à te poser sur votre rôle aussi d'operating et les priorités que vous avez. Mais du coup, sur le rôle d'invest, tu dirais à des entrepreneurs quoi? Parce que beaucoup de questions aujourd'hui restent sur le fait de je comptais lever, je le reporte, ou je crée une startup où je suis en pleine création de mon produit, il commence à se lancer. Quand est-ce que c'est le bon moment? Comment je dois m'attendre à ce que le temps soit plus long et les process soient différents? Ou voilà, comment ça va se passer, les contacts avec les investisseurs dans les 9-12 prochains mois, même si c'est un peu difficile de tout répondre? C'est quoi ton sentiment déjà? Alors, tu as différents profils. Déjà, tu as des questions de maturité, tu as des types de boîtes. Déjà, le préambule que je peux donner par rapport à ça, c'est que moi, ça fait même pas 3 ans que je suis investisseur. Et avant, je travaillais dans la tech, et dans des boîtes plus ou moins grosses, dans des startups et dans des grosses boîtes aussi. Et un truc qui m'a surpris, c'est qu'à un moment donné, la stratégie de pas mal de boîtes que je voyais, c'était de jumper d'un tour de financement au prochain tour de financement. C'est-à-dire que ta stratégie, c'était lever la série après la série A, d'aller vers la série B, après la série B, la série C, toujours en cramant plus de cash, en regardant pas forcément quels étaient ton chemin vers ta profitabilité, tes unit economics et pourquoi tu faisais tout ça. Et finalement, c'était purement pour financer du cash burn. Et là, je pense que la réaction globale des investisseurs aujourd'hui, ça va être de dire, OK, tu lèves de l'argent, mais c'est pour quoi faire? C'est quoi ton ambition? Et on va revenir aux bases qui sont, quelle est ton ambition? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu montes comme produit? C'est quoi tes unit economics? Donc, quand tu vends une unité, que ce soit une unité de software, enfin du MRR, que ce soit des prestations sur une plateforme, combien tu gagnes à chaque fois? C'est quoi ton point mort pour absorber tes coûts fixes par tranche de volume? Parce qu'évidemment, tu as des effets d'escalier. Et jusqu'où tu veux aller? Quelle est ton ambition? Et aujourd'hui, lever des fonds pour ce que je pense, c'est que la crise, le tourisme qu'il peut y avoir chez certains investisseurs et chez certains entrepreneurs va disparaître. Parce que monter une boîte, parce que c'est la mode d'être start-upper, alors que c'est le métier le plus dur du monde, ça va disparaître. Donc, ça va aussi enlever du bruit. Euh, le, 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 Grosso modo, je pense que ce que nous, on va regarder, c'est la base. C'est pourquoi tu fais tout ça. Et quelle est ton ambition? Et on va évidemment regarder les unit economics. Nous, on a toujours fait chez Caporn, donc ça ne va pas changer grand-chose dans notre façon de regarder les dossiers. On a toujours fait ça. On n'a jamais couru sur les deals qui se montaient où les gens se tiraient la bourre pour monter des valorisations de malades. On n'y a jamais cru. Moi, personnellement, j'y crois pas du tout. Et il y a des deals qu'on laisse filer. Et il y a des deals qu'on a gagnés en n'étant pas le meilleur 10 ans. Et puis il y a des deals qu'on a laissé filer parce qu'on s'est dit, de toute façon, ça va partir à des prix qui, nous paraissent complètement délirants. Et donc, on est resté assez terre à terre, un peu terrien dans notre façon de regarder notre business. Et pour le coup, ça, on ne va pas le changer. Après, ce qui va changer, effectivement, c'est, je pense, le regard va être plus critique, va être plus difficile. Et la mode de dire on lève à tout prix et sans avoir un modèle économique auquel on peut croire, où on se dit on verra bien ce que ça va donner, on va lever aujourd'hui pour combler les pertes. Je pense que ça va être beaucoup plus compliqué après, quoi.
Ouais. Et notamment sur le fait que l'impact sur les valorisations et sur les montants levés, je pense, pas mal d'exemples d'entrepreneurs où on s'est tous dit, ils ont levé 20 millions alors que voilà, on ne sait pas comment ni quel valo et ce qu'ils vont faire de cet argent. Il y a un phénomène déjà de dire, je pense que vous êtes d'accord avec moi, sur des entrepreneurs qui voulaient lever 5 millions, qui en fait ont besoin que de 1 ou 2 millions quoi, pour faire décoller leur business. Et puis il y a un phénomène de toute façon d'impact sur les valorisations. Qu'est-ce que tu en Alors, penses, sur les toi? valorisations, c'est évident. Et le premier, moi, quand je regarde en software B2B, ta première référence, c'est les marchés publics. Et donc, tu regardes les boîtes qui sont cotées, qui font du SaaS, grande entreprise, cycle long, etc. Tu regardes combien elles sont valorisées, sachant que c'est les boîtes qui sont publiques, qui ont des clients Fortune 1000, et tu vois comment elles sont valorisées. Donc, ça crée un référentiel de valorisation. Aujourd'hui, c'est planté. Je regardais un petit peu plusieurs études de banquiers d'affaires, de choses comme ça, qui, quand tu étais sur des 7-8 fois NTM, du coup, même en bourse, aujourd'hui, c'est passé à 4-5 fois. Donc, forcément, d'ailleurs, ça a un impact sur le private equity. Alors, plus tu es avancé et plus le référentiel de la bourse est important, plus tu es jeune et plus tu es sur des questions de dilution et de choses comme ça. Donc, après, le prix, y a pas, ça dépend aussi du stade de maturité de la boîte. Mais clairement, ça va l'impacter parce que ça va l'impacter parce qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, si tu les boîtes étaient valorisées sur leur croissance et les croissances à 3 chiffres. Et donc, quand tu es à 100-200% de croissance annuelle, forcément, tu étais prêt à payer plus cher que sur des taux de croissance beaucoup plus faibles. Là, les croissances vont être beaucoup plus faibles. Donc forcément, ça va impacter les valorisations. Ça, c'est le premier truc. Après, sur les montants levés, pour moi, la course au montant et dire cette boîte est géniale parce qu'elle avait 50 millions. Moi, je connais des boîtes qui ont levé 70 millions qui se sont vendues 1 euro. Donc, tout le monde a perdu. Personne ne s'est enrichi. Ouais. Il y a eu des pertes sèches très fortes. Et pour moi, je veux dire, ça ne veut rien dire. Dire qu'une boîte est géniale, je connais plein de boîtes géniales qui n'ont jamais levé, qui ne voudront jamais, que j'essaie de draguer, qui ne voudront jamais lever d'argent auprès d'un VC. Parce qu'ils disent, une croissance, ça marche, ma boîte est rentable, j'ai pas besoin, on vient de m'emmerder, j'ai pas besoin de m'exposer, donc je continue à faire mon business et c'est tout à fait respectable. Et on va revenir aussi à la base de ce que c'est que de financer de l'argent par du venture capital, c'est qu'à un moment donné, tu veux faire des machins qui sont énormes. Et si tu n'as pas l'ambition de faire un truc qui est énorme, pourquoi s'emmerder à prendre de l'argent du venture? Alors tu peux faire des très belles boîtes, et on connaît plein de très belles boîtes dans l'industrie entre guillemets traditionnelle, qui n'ont jamais levé auprès de VC. Il y a de très belles boîtes de conseil aussi et de services qui n'ont jamais levé d'argent auprès d'un VC et qu'on grossit parce qu'elles sont naturellement rentables dès le départ et qui grossissent après par acquisition, des trucs LBO, mais qui sont des process différents. Et donc, c'est pas la panacée. C'est la panacée pour le mec qui veut faire un truc vraiment très gros. Et là, effectivement, tu as besoin d'argent de VC. Derrière, il faut qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait un truc, soit effectivement un chemin avec un business model qui est clair et un chemin vers la rentabilité. Et après, tu as des trucs sur lesquels Amazon a mis 20 ans à devenir profitable, Google aussi, enfin Google a mis 10 ans, mais c'est 1 sur 1 million, c'est 1 sur 10 millions. Donc il faut être soit hyper ambitieux, soit vraiment avoir un path to profitability qui est vraiment très très clair. Et ça va être d'autant plus dur. Ok. Ouais, ça va être plus dur, ça va être plus sélectif. Du coup, tu disais que vous n'allez pas changer votre manière de faire des deals, de réfléchir, les fondamentaux que vous allez regarder, mais vous allez quand même être plus sélectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de regarder encore plus l'expérience des associés, encore plus que les métriques soient solides, la base clientèle soit fidélisée. Là, tu parles de B2B dans votre secteur. C'est quoi exactement que vous allez regarder pour sélectionner des deals dans les Écoute, prochaines on années? va rester sur les mêmes. Regarder le business model, l'ambition d'entrepreneur, ses valeurs, son marché. C'est des choses qu'on va continuer à regarder. Est-ce qu'on va adapter en fonction de ce qu'on voit comme évolution suite à la crise? C'est très difficile à dire. On m'a déjà posé plusieurs fois la question et je ne sais pas quels vont être les secteurs qui vont émerger plus tard. Je pourrais faire plein de prédictions, mais ça va être que des conneries parce qu'il y a plein d'économistes qui s'amusent à faire ça tous les jours et pour le coup, on ne sait pas. Donc là, ça c'est compliqué. Et après, sur les. Donc nous, on va rester fondamentalement, on va regarder les mêmes choses. Et après, effectivement, je pense que globalement, l'industrie va s'attacher plus aux problématiques de unit economics qui étaient un petit peu oubliées, j'ai l'impression jusqu'ici. Donc de regarder quand tu vends combien tu gagnes, c'est quoi ta marge et comment est-ce que quel est ton chemin pour devenir un jour profitable? Parce qu'en bout de ligne, toutes les boîtes, peu importe ce qu'elles font, leur but du jeu, à un moment donné, c'est gagner de l'argent. C'est quand tu vends quelque chose, tu sortes un résultat. Alors, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais quand c'est pas clair, on a vu l'histoire de WeWork.
où finalement on se rend compte que quand tu loues un immeuble, tu sous-loues et que pour chaque immeuble que tu sous-loues, tu perds de l'argent, mais je sais pas quand est-ce que je sais pas par quel miracle un jour tu vas gagner de l'argent. Bon, bah, résultat, 47 milliards, on n'arrive même plus à faire un IPO à 3 milliards, et ouais, des gringolades, quoi. Et il y a plein d'autres business, alors celle-là est emblématique, mais il y en a plein d'autres qui sont dans ce cas de figure. Je pense que tout ça, ça ne marchera plus, clairement. Donc, effectivement, le rationnel économique derrière la création de la boîte va être hyper important. Et après, il y a un truc que je vais regarder en plus probablement, parce que, d'ailleurs, tout le monde va le faire, mais c'est pour les boîtes qui sont créées pendant la crise, ou celles qui auront traversé la crise et qui auront survécu, et aujourd'hui, survivre à cette crise, c'est déjà un achievement. C'est comment ils l'ont fait, comment ils l'ont perçu. Et moi, ça va être la question, quand on sera sorti de tout ça, et je ne sais pas quand ce sera, mais quand on en sera sorti, la question, c'est, OK, autant je leur demande comment vous l'abordez, et c'est comment tu l'as vécu, qu'est-ce que tu as fait, va être hyper, enfin, ça va être chargé de plein d'enseignements hyper intéressants. Ouais, clairement, c'est quelque chose qu'on cesse de rappeler sur les webinaires. Il n'y a pas que les aspects économiques, financiers, quand est-ce que je vais lever, c'est aussi un temps formidable que vous avez pour repenser votre business model, réfléchir aux fondamentaux de la boîte, repartir un peu sur des bases différentes. Et on sera tous jugés un peu de cette période sur qu'est-ce qu'on a fait pendant cette période. Et je pense que ce sera un élément d'analyse hyper intéressant parce que quoi de mieux que de juger pour vous des entrepreneurs, enfin juger, sélectionner ou regarder des entrepreneurs qui ont vécu une crise économique majeure. Je pense que là, on teste la résilience et le pragmatisme des entrepreneurs qui sont, je pense que on est jugé par les entrepreneurs qui se parlent tous et qui parlent de la façon dont on gère. Et là, tu vois, on avait fait émis une term sheet sur une boîte avant la crise. La crise tombe, on se retrouve confiné, tout ça, partner meeting, qu'est-ce qu'on fait? Bon, après, nous, on a des valeurs et on a des valeurs. Déjà, c'est une boîte qui est un peu contracyclique et sur laquelle on est plutôt à l'aise pour la période de la crise, et c'est important. Et surtout, l'entrepreneur nous a rassurés par rapport à ça. Il était hors de question de toucher au terme. J'ai mis un truc, il y en a plein qui l'ont fait. C'était faisable. Honnêtement, je suis sûr qu'on pouvait passer la même term sheet en baissant la valo, en mettant tout ce que tu veux, des ratchets, des trucs qu'on met jamais. On pouvait mettre plein de trucs, ça passait. Ouais. On l'a pas fait. On l'a pas fait parce qu'ils se rappelleront que il y a eu la crise, mais écoute, on est resté sur ce qu'on avait décidé. C'est un choix qu'on a fait en tant que partnership. J'espère qu'il sera payant à terme, mais bon, c'est un pari et c'est le métier qu'on fait tous les jours, c'est faire des paris. Mais en même temps, par rapport à la relation qu'on a aux entrepreneurs, quand on se parle depuis aussi longtemps, on ne peut pas dire tout à coup, tiens, il pleut, désolé, je sors un parapluie et finalement, c'est pas ce qu'on avait dit. Ouais, c'est bien de le dire et d'être à cheval sur ces valeurs. Je pense que c'est super important. On a pas mal de questions. Je vais poser, on va poser toutes les questions. Je vais juste les prioriser et là regarder les questions qui sont attrait à votre rôle d'investisseur et chez Caporn. Donc il y a Stéphane qui nous demande, vous avez closé un fonds de 150 millions pour septembre. Est-ce toujours d'actualité? On est en pleine levée de fonds, donc pour le coup, on est très solidaire aux entrepreneurs qui lèvent des fonds parce qu'on sait que c'est compliqué. Honnêtement, c'est plus compliqué aujourd'hui quand tu as un fonds de VC que tu lèves un fonds. On avait tout juste commencé la commercialisation. On a plusieurs étages à la fusée. Le premier, c'est de renouveler aussi, de continuer à étendre notre réseau de LP personnes physiques. Donc, c'est des gens, c'est pas seulement aller voir. On a des discussions qui sont entamées avec les institutionnels, avec les gens qui vont revenir et tout ça. Pour répondre clairement à la question, on avait prévu de faire un premier closing cet été et de closer le fonds à la fin de l'année. On va prendre plusieurs mois dans la tronche, c'est clair. Parce qu'en ce moment, autant je peux continuer à avancer les discussions que j'avais avec des personnes physiques qui voulaient rentrer et on continue à se voir parce qu'on s'est rencontrés, on a mangé ensemble, on a pris des cafés, on se connaît. Et on continue nos discussions par Zoom et ils nous montrent leur engagement et leur attachement, ils nous suivent et c'est hyper agréable, ça fait un bien fou. Autant pour aller trouver de nouvelles personnes, aujourd'hui c'est impossible. De la même façon qu'aujourd'hui tu es entrepreneur, tu vas aller voir un VC que tu n'as jamais vu ni d'Ève ni d'Adam, c'est hyper compliqué. Pour moi, aller voir un mec que je ne connais pas et essayer de le choper sur un meeting vidéo pour essayer de le faire investir dans mon fonds, non, donc je suis ralenti clairement. On va le rappeler, je le rappelle rapidement, mais le modèle des VC, il y a plein de contenu là-dessus sur Eldorado, c'est de lever de l'argent pour l'investir et les fonds eux-mêmes ont un business model et ce même business model, d'ailleurs j'aimerais bien ton avis là-dessus, va être aussi impacté sur la crise. Les taux de rendement pendant quelques années, le M&A va être plus compliqué puisque, pour rappel, un fonds d'investissement, quand il investit dans une boîte, l'objectif qu'il a, c'est de revendre cette boîte et de faire une plus-value.
Qu'est-ce que tu en penses, toi? Vous l'anticipez comment là, sur vos participations? Vous dites plutôt, là, on se refocalise sur notre portefeuille pour réadapter le business, éteindre les incendies les plus forts et avoir le maximum de cash pendant la crise. Et après, on ne va pas discuter de M&A, etc. On va plus essayer de faire en sorte que les boîtes vivent bien pendant cette période, voire même de réinvestir. Comment vous vivez cette période sur le portefeuille actuel et dans les perspectives de votre rendement et de votre business model à vous? D'accord. Alors, nous, le portefeuille, évidemment, moi, ça fait 3 semaines qu'on est confiné, ça fait 3 semaines que je parle à tous les entrepreneurs que je suis constamment et que je bosse avec eux et mes confrères, enfin mes associés aussi, on est au charbon avec nos participations pour retravailler des plans, essayer d'imaginer à quoi va ressembler 2020, essayer d'imaginer à quoi va ressembler 2021, voir ce qu'on dépense et préserver un maximum le cash et voir comment est-ce qu'on va gérer les mois qui viennent. Nous, ce qu'on leur dit, c'est le cash est la prunelle de vos yeux et gardez-en autant que vous pouvez. Et avant de dépenser le moindre euro, demandez-vous à quoi ça sert. Est-ce que c'est pertinent? Et donc, c'est la gestion du cash. Les plans 2020, le runway. Et le runway, nous, ce qu'on leur dit, ça dépend d'une boîte à l'autre, mais globalement, ce qu'on dit, c'est que aujourd'hui, il faut essayer d'avoir de la visibilité sur 18 mois. Et essayer d'avoir 18 mois de runway, c'est quand même c'est après le minimum. C'est passé l'été 2021. Peut-être que ça va arriver plus vite, mais très bien. Et il faut s'adapter parce que quand on a moins de revenus et qu'il faut étendre sa période de cash pour celles qui avaient moins de 18 mois de runway, ça veut dire qu'évidemment, faire les ajustements. Mais c'est les décisions à prendre et c'est les décisions compliquées d'entrepreneurs. Maintenant, nous, chez Capan, on avait de la chance parce qu'on avait fait énormément de refinancement en 2019. Donc, on avait levé pour nos boîtes 150 millions d'euros. 2 tiers de ça venaient de fonds étrangers, anglais, américains. Donc, on a peu de boîtes qui sont en situation d'urgence. On a très peu, en fait. Et situation d'urgence, c'est-à-dire qu'il fallait faire un refinancement Q3, Q4 2020. Et évidemment, ce que ça veut dire, c'est que va falloir qu'on s'en occupe un peu plus que on aurait pu, ça aurait pu être pris par un tiers et on sait que le tiers ne le prendra pas forcément, donc ça va être à nous de nous en occuper. Et donc, ça veut dire que, c'est le cas pour Caporn, mais je pense que c'est le cas pour tous mes confrères, c'est qu'il va falloir nous, on se focalise sur notre portefeuille, il va falloir qu'on alloue plus que ce qu'on avait prévu dans les refinancements de nos sociétés, si bien que ça nous permet d'allouer moins à des nouveaux financements. Enfin, c'est mathématique, c'est des vases communicants. Donc, si on doit être plus auprès de nos participations en refi, on ne pourra pas financer une nouvelle boîte. Alors, on va continuer à le faire. On va continuer à faire des financements. On a encore probablement quelques investissements à faire d'ici la fin de l'année sur notre fonds 2 et on va les faire. Mais évidemment, c'est ce que je disais, Ouais. dans mon post. Je ne le ferai pas dans les 2 semaines ni dans les 2 mois qui viennent. Ouais. Et d'ailleurs, dans vos boîtes de vos elles sont plutôt, elles vivent plutôt bien la crise, mais est-ce que vous prévoyez quand même de réinvestir dans certaines? Oui, on va. De faire des bridges, potentiellement. Oui, complètement. Et c'est ce qu'on regarde en ce moment. Donc, en fait, on priorise déjà, on voit les plans pour essayer d'étendre le runway, pour ne pas avoir à prendre des décisions trop rapides. La plupart avaient quand même du cash pour assez longtemps, si bien qu'on n'était pas, c'était pas des questions. Pour celles qui avaient des problématiques de refinancement 2020, on se pose des questions. Il y a des arbitrages qui se font, évidemment, parce que tu ne peux pas remettre dans toutes les boîtes de ton portefeuille. On n'est pas dans cette problématique-là parce qu'on a peu de boîtes qui sont exposées à ce risque de refit 2020. On leur demande toutes de réétendre. Et en fait, on va aussi prendre des décisions, je pense, sous les fonds. Et là, pour le coup, on va regarder la réaction des entrepreneurs dans notre portefeuille à la crise et la façon dont ils s'adaptent et dont ils adaptent leur runway, leur cash burn, pour nous aussi nous faire des convictions sur notre envie de continuer à les accompagner ou pas. C'est-à-dire que clairement, la boîte dans le portefeuille qui ne change rien et qui se dit c'est comme avant, c'est pas grave, je continue et j'ai toujours je suis déployé comme j'étais déployé l'année dernière. Moi, si on avait disait ça, je me poserais des questions. C'est pas le cas, mais Une invitée surprise, mais elle se familiarise aussi au monde du venture capital. Il y a une question un peu polémique sur les bridges. Donc, j'ai remis un article qu'on a publié hier justement sur les diverses modalités de financement ou de refinancement par le capital qu'on peut avoir. Donc, une augmentation de capital, des obligations convertibles, du BSR, de l'apport en compte courant associé. Est-ce que vous privilégiez des choses? Et toi, ton avis personnel, par exemple, sur comment on peut dire aux entrepreneurs de faire attention ou pas sur les BSR? On a eu plusieurs sons de cloche assez différents là-dessus pendant la crise.
est-ce que c'est un bon mécanisme? Est-ce que c'est un mécanisme dont il faut se méfier? C'est quoi ton... Ouais, on n'a pas. Et après, ça dépend. Chaque histoire, chaque réponse dépend pour chaque société. Donc, c'est hyper compliqué de donner un avis général. Les BSR, pour moi, c'est bien sur des boîtes qui sont très seed, qui sont plutôt jeunes. Les boîtes qui mûrissent dans notre portefeuille, nous qui ont pas mal mûri. Je ne sais pas si c'est vraiment le bon mécanisme. Ça répond à un besoin de cash immédiat. Tu n'as pas de paperasse à faire derrière, etc. Après, ça dépend de la décote que tu vas prendre. J'ai pas d'idée arrêtée du tout. Moi, ce que je leur dis aujourd'hui, c'est prenez au maximum de la dette là, qui est garantie par l'État, parce que ça, c'est un truc qui a l'air de marcher plutôt bien. C'est pas simple hein, pour autant, mais bon, les banques se retrouvent comme des distributeurs de la BCE finalement. C'est un peu ça, des distributeurs automatiques, parce que quand tu fais des prêts, quand l'argent coûte zéro, que 90% de ton risque est garanti par l'État, et tu n'as que 10% à garantir et que tu vas quand même mettre des taux d'intérêt, tu dis globalement, voilà, il y aura forcément de la casse, mais ils sont plutôt bien couverts. Donc ce dispositif, je trouve plutôt pas mal. Et ce que je leur dis, c'est prenez de la dette au maximum. Et après, quand il y a un besoin, il y a eu ces histoires de bridge là, avec la BPI pour 80 millions, mais je pense que ça a été pas mal consommé assez vite, où ils faisaient du 1 pour 1. C'était pas mal pour accompagner les levées en cours. Est-ce que c'est suffisant? J'en sais rien. Je pense pas. Je pense qu'il y a besoin de plus que ça. Mais globalement, tu as plein d'instruments différents. Tu as plein d'instruments différents et à chaque fois, ça dépend vraiment de la situation de la boîte, de son runway, de son histoire, de sa table de capi. Donc, j'aimerais bien pouvoir donner un avis hyper tranché là-dessus, j'en ai pas pour le coup. Ouais, la limite, surtout qui émergeait, c'était quand même de regarder, comme dans tout, hein, c'est contractuel, en plus, un BSAR. Pareil, pour ceux qui ne sont pas familiers au BSAR, c'est très bien expliqué sur Eldorado. On a même un template qui vous permet de simuler votre dilution en fonction du discount, du cap, du floor, etc. Mais le risque qui était pendant, c'était les conditions contractuelles dans tout ce que va vous proposer. Il y en a qui pouvaient penser que certains allaient tirer profit de la situation en mettant des conditions qui sont à leur avantage d'investisseurs au défaveur des entrepreneurs. Donc, c'est pour ça que certains étaient un peu mesurés sur le fait d'utiliser le BSR. C'est inévitable. Tu as une période, on sort d'une période, il y a 3 semaines encore, les entrepreneurs avaient le gros bout du bâton, quoi, sur les beaux dossiers. Les belles boîtes, les mecs faisaient couvrir les entrepreneurs, faisaient monter les valos. Si tu veux, tu avais un truc, et moi je te dis, les trucs où les valos partaient n'importe comment, je ne regardais même plus. Mais avec cette crise, tout à coup, il y a un retour de balancier qui est hyper violent. Alors après, c'est pareil, tu as les entrepreneurs, enfin, aujourd'hui, les investisseurs ont le gros bout du bâton, donc ils pourraient être tentés de le faire. Je pense qu'après, dans une relation long terme, parce que c'est pareil, l'investissement en capital risque, l'investissement en capital risque, tu es quand même en train d'établir une relation. C'est un contrat de mariage avec une clause de divorce incluse, ça c'est la clause de rendez-vous. Tu es en train d'établir des relations sur plusieurs années. Donc, si tu commences à faire des coups de pute aux entrepreneurs en disant, bah, tiens, je vais en profiter, je vais me reluer comme un goret et je vais te mettre des conditions de merde et je vais être à ton board et on va se voir tous les mois, ça ne va pas être des discussions intéressantes. Donc, pour moi, il y a une question d'équilibre. Donc, évidemment, les conditions vont être plus avantageuses, entre guillemets, pour les investisseurs aujourd'hui qu'elles ne l'étaient avant. Après, tu as une question d'équilibre parce que sinon, tu as une relation de merde et ça ne sert à rien. Parce que l'intérêt d'avoir un venture à ton board, c'est aussi de l'apport opérationnel, c'est de l'expérience, c'est de l'expertise, c'est un réseau. S'il n'y a pas de relation de confiance, tout ça, ça ne sert à rien. Ouais, c'est clair. Et puis l'alignement d'intérêt doit se vérifier d'abord dans les conditions que se font un deal et c'est hyper important. Une petite question que je posais déjà à des fonds et pour titiller et qui est encore plus vrai aujourd'hui. Pour rappel, hein, les fonds, ça dépend de la taille et du nombre d'investissements, mais qu'ils fassent 15 ou 30 ou 50 boîtes dans leur portefeuille, ils peuvent espérer qu'il y en a un bon tiers qui s'en tire bien, le ventre mou qui s'en tire correctement et faire quelques pertes, grosso modo, hein, pour grossir le trait. Est-ce que dans cette période, encore plus qu'avant, vous allez focus votre temps d'opérationnel et de financement ou de refinancement sur les champions du portefeuille, comme on dit, pour tirer le meilleur de la situation, ou vous allez essayer d'aider tout le monde dans votre... Moi, je pense que là, pour le coup, c'est comme en temps normal. C'est comme quand tu gères une équipe, quand tu gères des grosses équipes, tu as une trentaine de mecs et que tu as toujours. Il faut investir ton temps et ton énergie sur les meilleurs. Parce que les meilleurs peuvent devenir des champions. Alors, il faut équilibrer, évidemment. Tu ne laisses pas tomber ceux qui ont le plus de mal. Mais clairement, à un moment donné, il faut faire des arbitrages.
la réponse franche là-dessus, c'est ouais, forcément, tu vas surpondérer les boîtes qui ont des chances de sortir vraiment fort. Parce que ce qui va se passer aussi, c'est qu'avec cette crise, il y a quand même pas mal de boîtes qui vont tomber dans notre portefeuille et dans d'autres. Et donc, finalement, il y a des boîtes qui avaient de la concurrence et qui s'époumonaient un peu face à des concurrents qui les emmerdaient, qui ont l'occasion aussi de se retrouver à la sortie de la crise face à un concurrent qui a été considérablement affaibli, voire qui a disparu. Du coup, ça leur permet d'aller plus vite. Et si tu les as bien accompagnés, tu vas leur permettre de décoller, de sortir beaucoup plus fort. Après, dans l'accompagnement qu'on a opérationnel, moi, je passe autant de temps sur toutes les boîtes. On passe tous autant de temps sur toutes les boîtes parce que la réaction à la crise, c'est prendre les bonnes positions. Après, tu as des founders qui ont moins de temps d'accompagnement parce ils ont tout de suite les bons réflexes et tu ne te poses même pas la question. Et il y en a qui ont besoin de plus d'accompagnement, on leur apporte, c'est évident. Après, on n'est pas du tout de se dire, tiens, on va commencer à arbitrer. Il y a des boîtes sur lesquelles on se dit, tiens, ce serait pas con d'accélérer parce que ils sont déjà bien et on peut les aider à accélérer. J'ai investi récemment dans une boîte qui est un peu contracyclique et moi j'ai des gros fonds américains qui m'appellent en me disant, attends, est-ce qu'on peut pas rajouter encore plus alors qu'ils sont financés, ils ont du cash pour plus de 2 ans. J'essaie même de leur dire, investissez plus agressivement. Et j'ai des gros fonds américains qui me disent, tiens, nous on aimerait bien être dans le truc, on peut te mettre un gros moton pour vraiment faire un champion mondial. C'est intéressant. Donc, ça, c'est toutes des réactions que tu peux avoir. Et après, tu as tout simplement, il y a Laurent d'ailleurs qui pose cette question. Est-ce que vous seriez prêt à faire fusionner des boîtes avec un concurrent potentiel, ce genre de choses, quoi. C'est peut-être des... Les fusions, c'est des trucs, attention, c'est à double tranchant. Donc, tu pourrais imaginer ça. Alors, ça se regarde au cas par cas. Et je crois qu'il faut très bien connaître les deux boîtes. Donc, il y a des boîtes du portefeuille qu'on connaît bien. Si tu as une boîte qui est concurrente, si tu ne la connais pas bien, tu ne sais pas où tu fous les pieds. Donc, ça peut être smart. Mais déjà, pour moi, ce n'est pas la main du VC. C'est plutôt l'entrepreneur qui va se dire, attends, ces mecs-là, ils sont hyper complémentaires. Il faut vraiment qu'on les ait. Et c'est l'occasion de fusionner. Je sais qu'ils sont dans la merde ou je ne sais pas quoi. Ou alors, on sera plus forts tous les deux plutôt que de se taper sur la gueule. Et pourquoi pas? Et nous, après, c'est à nous de regarder le truc en tant que VC, de se dire si c'est un truc que tu as envie de financer. Mais pour nous, en tant que VC, de dire, tiens, on va packager des boîtes ensemble, ce serait, je pense, une énorme connerie, quoi. Un peu comme tout, et on ne sait pas, ça dépend du secteur, de la boîte, etc. On a quelques petites questions aussi sur. Donc, tu as parlé des secteurs où tu as dit quand même tu ne sais pas prédire quels sont les secteurs. Enfin, il y a beaucoup de thèses, etc. D'ailleurs, on rappelle à tout le monde aussi qu'il faut faire attention dans cette période de ne pas écouter trop les sachants, puisque en gros, personne ne sait trop ce qui va se passer. Après, on peut faire quand même quelques thèses, quelques théories. Toi, tu es particulièrement sur le software et il y a des visions sur qu'on souhaite avoir là sur le marché du software, notamment Laurent, pour les e-commerçants en B2C, B2B. C'est quoi ton avis là-dessus? Parce que dans votre boîte, vous avez des boîtes qui sont impactées directement sur l'aspect commercialisation. C'est quoi vos hypothèses de travail pour regarder ce secteur dans les prochains mois? C'est un marché qu'on regarde parce qu'on a des boîtes qui s'y adressent aujourd'hui. B2 small B va être plus difficile que B2 large B parce que B2 large B, c'est des boîtes qui sont un peu plus résilientes du fait de leur taille. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas dans la merde, mais elles sont quand même un peu plus résilientes. Elles ont quand même plus de quoi voir venir. Donc, si je prends le software sans forcément parler aux e-commerçants, mais moi j'ai une conviction, ça se trouve ça va être n'importe quoi, mais je pense que c'est pas complètement débile, c'est que cette crise, aujourd'hui, elle a forcé la transformation digitale des entreprises à marche forcée. C'est-à-dire que tout à coup, ne serait-ce que sur les trucs de base comme le work from home, donc là, évidemment, faire des réunions vidéo, etc., et utiliser des outils de collaboration, les digital workplace et tout ça, c'est devenu un must. Et les mecs qui réfléchissaient, qui avaient des schémas directeurs, des trucs et tout ça, tout à coup, ils se sont dit, on y va. De la même façon que la télémédecine, il fallait passer par des comités éthiques pour savoir si c'était une bonne idée, tout à coup, c'est devenu génial. Donc la crise, elle a sur des choses qui sont très, très évidentes, elle accélère très rapidement ces transformations. Maintenant, ce que je pense, c'est que pour les grandes entreprises, pour toutes les entreprises, finalement, qui se posaient des questions sur, justement, qu'est-ce que je vais faire comme transformation digitale, qu'est-ce que je vais devenir comme boîte demain, et faire des changements qui sont plus inhérents à leur processus, qui sont inhérents à leur modèle, savoir est-ce que la data, ça va devenir important ou pas, qu'est-ce que j'en fais, etc. Je pense que les boîtes qui ont bien entamé cette transformation-là, vont être plus résilientes à la sortie que celles qui se posent encore des questions. Et moi, donc, pour moi, ça ouvre une opportunité
aux startups B2B qui sont autour de la transformation digitale, c'est grosso modo ce dans quoi on investit, elles ont un vrai potentiel parce que c'est pas le truc que tu vas couper. Tu vas couper je regardais l'autre jour un webinaire du Gartner. Ouais, tu vas couper tes renouvellements de PC, de téléphone mobile dans tes dépenses IT, mais tes dépenses en software pour transformer la façon dont tes process, bah, c'est un truc que tu ne vas pas trop transformer. La signature à distance, les notaires avaient commencé à le faire, tout à coup, c'est devenu, hop, du jour au lendemain, c'est devenu un truc qui est accepté, il fallait l'implémenter. Et donc, la question, ça va être de se dire, OK, quels autres processus qui sont encore aujourd'hui très manuels, qui dépendent de l'interaction sociale, est-ce que je vais devoir dématérialiser? Et en fait, quand tu regardes toutes les grandes boîtes, il y a pas mal de choses qui sont sur la liste et qui vont se trouver à être priorisées. Et donc, je pense que aujourd'hui, alors pour répondre à la question de Laurent un peu plus précisément, les boîtes qui ne sont pas fortes sur le e-commerce, qui n'ont pas de solution e-commerce très bonne, qui bricolent, ben, elles vont se dire, tiens, si j'avais eu une solution e-commerce pendant la crise, moi, je m'en serais un peu mieux tiré. Donc, je pense qu'elles vont clairement, si elles ne font pas aujourd'hui ce travail-là, elles vont le faire incessamment. Et qu'elles soient B2C ou B2B. Mais de toute façon, à un moment donné, c'est dans le B2C, les e-commerçants B2C qui étaient aujourd'hui pas hyper bien équipés, il faut absolument qu'ils s'équipent. Donc, il faut qu'ils gèrent leurs identités clients, il faut qu'ils aient des systèmes de paiement qui soient top, d'authentification, un parcours absolument flawless. Parce que ce qui va se passer en tout cas, c'est qu'il y a plein de boîtes qui aujourd'hui se ressentent sur leurs process, sur leurs produits. Il y a des startups qui ne peuvent plus aller vendre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils retravaillent leurs produits. Les grands groupes font la même chose, et les PME, les ETI aussi. Et la question, c'est effectivement, demain, si je ne modernise pas l'expérience client quand je suis e-commerçant, si mes concurrents l'ont tous fait, je vais vraiment être à la ramasse. Donc, si j'étais à peu près bien aujourd'hui, demain, je vais être nul. Et l'exemple de ça, c'est… moi, je suis à moitié nord-américain, je suis à moitié canadien, et donc j'ai cette culture américaine, j'ai toujours regardé ce qui se passait là-bas. Et dans les années 80, le système du chômage, des impôts, enfin le e-gouvernement aux États-Unis était à des millions de kilomètres devant celui qu'on avait en Europe. Aujourd'hui, Pôle emploi, tout ça, machin, c'est beaucoup plus moderne que ce qui se passe aux US. Aux US, ils sont envoyés des fax pour s'inscrire au chômage parce que c'est des trucs qui sont codés en COBOL sur des AS400. Ça ne tient pas du tout la charge, ce n'est pas du tout moderne et ça plante dans tous les sens. Et donc, ils sont redevenus à des process médiévaux, alors que nous, on s'est modernisé plus tard en France, le gouvernement s'est modernisé plus tard, mais il s'est plutôt bien modernisé. Aujourd'hui, il tient à peu près la charge. Je dis bien à peu près parce que ceux qui ont fait des demandes de chômage partiel auprès de leur direct, je sais qu'il y en a sûrement sur le fil, qui ont forcément souffert parce que les serveurs n'étaient pas assez sizés. Mais bon, tout ça pour dire que si on ne se transforme pas et qu'on ne se transforme pas régulièrement, à un moment donné, ça va se voir. Et les crises sont des révélateurs finalement de ça. Donc je pense que les investissements en modernisés vont continuer. Vas-y. Ouais. Et justement, dans les tendances globales, parce qu'on parlait au début des licornes, des valorisations, je pense que tu vas me dire que c'est un peu ce que vous faisiez déjà, mais est-ce que vous allez quand même regarder des boîtes qui ont plus un aspect profitable que de l'hypercroissance et puis, est-ce que vous allez regarder aussi des boîtes qui ont un vrai impact aussi sur leurs consommateurs, sur la société au sens large, voire même sur la planète, quoi. Ouais, alors la profitabilité, ça redevient à la mode. Moi, j'ai pas. Alors, avoir une licorne dans ton portefeuille, c'est bien parce que si tu cherches à faire 2x sur ton portefeuille, tu as une licorne, tu as plus de chances d'avoir un truc qui va faire 3-4x et tu vas faire un. Mais il y en a très peu. Il y en a très peu qui sont liquides en plus, parce qu'il y en a beaucoup qui sont licornes sur papier et je pense que le nombre va chuter quand il y aura des externalisations de valorisation dans les années qui viennent. Nous, chez Capan, on ne croit pas aux licornes, on cherche des chevaux de course déjà, ce serait vachement bien, il n'y en a pas beaucoup, mais les licornes, voilà, c'est pas forcément ce qu'on cherche à faire. Donc, se dire qu'il y a une boîte est arrivée au bout du chemin parce qu'elle vaut 1 milliard sur papier, honnêtement, c'est pas notre truc. Maintenant, effectivement, la profitabilité, quand tu investis dans une boîte, on regarde quand même, il y a un truc qui est quand même con, mais ça me paraît quand même assez basique, on regarde un petit peu l'évolution de la marge brute, on regarde l'évolution de la marge nette, et on essaie de voir si ça s'améliore. Et si les investissements qu'on fait visent à améliorer ça. Parce que finalement, ce que je crois qu'il va vraiment changer, c'est aujourd'hui dire il faut financer parce qu'il faut que je fasse toujours 100% de croissance, 100% de croissance. On ne s'attend plus du tout à ce type de croissance dans les années qui viennent. Et ça va plutôt de revenir à la base, de dire tiens, quand tu fais un business, en bowling, quand tu vends quelque chose 1 euro,
il faut que tu en tires 10, 20 centimes net. Pour les boîtes matures, évidemment. Donc, la question, c'est aujourd'hui, tu n'y arrives pas parce que tu es une start-up en train d'investir sur ton produit, tes forces commerciales pour aller. Mais quand est-ce que tu dois faire ça? Et quelles étapes tu dois passer pour faire ça? Et dans quoi tu dois investir? Et donc, finalement, c'est revenir à ces fondamentaux économiques de ce qu'est une entreprise. Je pense que tous autant qu'on est on va le scruter de façon plus forte. Et moi, des fois, si on pouvait me trouver un peu chiant comme VC, parce que c'est des questions que je posais, finalement, je me dis que c'était pas non plus complètement débile, parce que je pense qu'on va être limité, quoi. Mais nous, chez Caporn, c'est une question qu'on pose et qu'on regarde quand même. C'est pas seulement de combien il faut pour continuer à faire 100% de croissance, parce que 100% de croissance pour perdre du pognon sur chaque truc que tu vends, c'est bien beau, mais bon, ça fait juste des pertes qui se creusent, quoi. Super, on va répondre aux questions qu'on n'a pas répondu, comme ça, on garde la promesse qu'on avait. Chez Caporn, et combien y a-t-il d'operating versus d'investisseurs? Alors, chez Caporn, on est 12 personnes, dont 5 associés investisseurs. On est 6 à l'investissement avec François, qui est notre principal. Et après, ce qu'on a operating, on a 2 personnes qui sont en business développement, qui sont en charge de faire la mise en relation entre les besoins de nos startups et notre réseau de corpo. Maintenant, ce n'est pas les 2 seuls qui sont operating. Moi, ça fait 20 ans que j'ai bossé en tech avant dans des boîtes et que j'ai géré des équipes, que j'ai géré plein de trucs différents. Je considère avoir un rôle operating, d'accompagnement auprès de mes boîtes. Et c'est pareil pour mes associés, qui sont soit ex-entrepreneurs, qui ne sont pas tous purement VC à 100% de leur vie. Donc, ils ont tous eu une expérience entrepreneuriale. Ils ont bossé dans des boîtes plus ou moins grosses comme moi. Donc, on a un rôle operating aussi en sus de notre équipe de BizDev. Encore plus vrai aujourd'hui, d'ailleurs. Ouais, ok. Quand penses-tu que les premières term sheets seront émises? À l'automne ou début 2020 pour des nouveaux invests? Ça, c'est un peu compliqué de répondre, mais peut-être que tu as une boule de cristal VC, Alexandre. Si je l'avais, sans déconner, c'est pareil. Hein, c'est comme quand est-ce que la bourse aura touché le fond, il faudra remettre des actions. C'est hyper dur. Moi, je pense que là, aujourd'hui, on fait face à… La question, ça va être… Une fois que la sortie progressive et la sortie du confinement, on sait qu'elle va être progressive avec la reprise. Ce qui va être intéressant, c'est de revoir la reprise de l'activité pour qu'on commence à se projeter sur le rythme de la reprise d'activité. Et je pense que le déconfinement va se faire un petit peu avant l'été ou pendant l'été pour les pays qui sont rentrés plus tard. Qu'on va commencer à voir en Q3 globalement comment l'économie reprend et dans quel parce que ce que je ne sais pas non plus, c'est à quoi va ressembler le déconfinement. Je sais juste un truc, c'est qu'on ne va pas sortir du jour au lendemain dehors. Et à mon avis, avant qu'on retrouve des bars, des discothèques, des trucs comme ça ouverts, ne serait-ce que pour éviter les gens se retrouvent collés les uns aux autres, ça va être très long. Donc, je pense qu'on aura du mal à voir avant Q3, Q4, globalement, comment l'économie va reprendre et pouvoir arriver à projeter à quoi va ressembler 2021. Donc, je pense que d'ici la fin d'année, évidemment, il y aura les term sheets et je pense que les tiers 0 vont continuer à mettre de l'argent. Et j'ai vu qu'il y avait une question là sur le fonds à 9,5 milliards de dollars. C'est Insight, US à New York, donc INSIGHT. Très gros fonds, ils ont 30 milliards sous gestion, ils viennent de closer leur fonds à 9,5 milliards. Eux, ils vont continuer à regarder. Je pense qu'ils vont être hyper agressifs. Ils vont être agressifs sur les conditions, parce que les Américains, ils mettent des gros montants, mais il faut regarder les term sheets. Je suis habitué à co-investir avec des Américains. C'est pas la même chose qu'ici, donc ça va pas être. Eux, ils vont faire un shopping opportuniste. Ils regardent le truc, ils sont très décomplexés par rapport à ça. Ils vont dire c'est les soldes. Ouais. Et il y avait la question, tu as parlé un peu de TLP actuels, enfin des LP potentiels de continuer à l'élever, c'est plus compliqué. Les LP actuels, qu'est-ce que vous leur dites? C'est Wang qui pose cette question. Est-ce que vous leur parlez des exits plus lointains? Est-ce que vous commencez à anticiper de leur dire qu'il y aura de la casse? Quelle relation vous avez avec vos investisseurs? Alors, on est hyper transparent, on communique beaucoup avec eux. Déjà, on fait des webinaires avec eux, des choses comme ça, mais aussi on les appelle one-one pour ceux, parce qu'on essaie de se partager le travail entre tous les associés pour essayer de tous leur parler. Ils savent dans quelle classe d'actifs ils sont, donc ils savent qu'ils comprennent parfaitement le truc. Nous, on est hyper transparent.
On a classé évidemment nos boîtes dans différents buckets, dans celles où il y a zéro stress, ou même elles sont contracycliques, elles ont plus de 2 ans de cash, c'est pas un stress. Il y a celles qui sont à 18 mois de cash, voilà, qui retravaillent des plans. Il y a celles qui sont plus à risque du fait de leur activité, du fait de leur runway. Mais donc on partage ça très clairement. Sur les exits, bon, en ce moment, il n'y a pas d'activité M&A. On avait 2 boîtes qui étaient en process et ça s'est complètement arrêté. C'est normal. Là, pour le coup, il n'y a pas de surprise. Les boîtes attendent parce qu'évidemment, ils se disent bon, écoute, on ne va pas payer un truc aujourd'hui alors que demain, ça va coûter, je ne sais pas combien moins cher, mais peut-être 20%, 30%. Ils en savent rien non plus, donc ils ne font pas. Et en même temps, ils disent financer une acquisition, il faut lever des fonds. Les fonds LBO, c'est à l'arrêt aussi. Donc tout ça aujourd'hui est un peu gelé. Donc ils le savent et ils l'acceptent parce qu'ils savent dans quoi ils ont investi. Donc les institutionnels, pour eux, c'est no-brainer. L'important, c'est qu'ils aient l'information de ce qui se passe et nos investisseurs particuliers, c'est des gens qui sont des capitaines d'industrie, donc ils comprennent très bien ce qui se passe. Et nous, ce qu'on leur doit, c'est d'être parfaitement transparent et de leur expliquer un peu. Mais c'est vrai qu'il y a des exits qui étaient prévus qui se font plus tard. Ouais, donc vous commencez quand même à en discuter, enfin bon, pas au day-to-day, mais vous faites ces webinaires qui permettent de garder une relation actualisée, on va dire, parce que chaque semaine a son lot de nouveautés. Hein. Lundi, on va parler, on va voir quelles sont les prochaines annonces et ça va forcément impacter ce dont tu parlais, le déconfinement, la reprise potentielle du business. Et ça va peut-être apporter un peu plus de... Ce qu'on fait en tant que fonds vis-à-vis de nos investisseurs, c'est la même relation que les startups ont avec nous. C'est-à-dire que les startups, voilà, on a des boards, on se voyait, des fois, c'est déjeuner avec les founders régulièrement. À côté des boards, on a les boards, on s'appelle pour des trucs. Ils savent que j'ai un WhatsApp one-one avec chacun des founders que je suis et avec le board, etc. Et en temps normal, c'est un rythme. C'est toutes les 2 semaines, c'est tous les 3 semaines, peu importe. Et le board, c'est tous les 2 mois. Là, on se parle tous les jours avec les founders. Même chose avec mes LP. Mes LP, ils reçoivent une information, on organise des trucs, on leur présente nos boîtes, on fait des événements pour qu'ils se rencontrent entre eux aussi, parce que c'est tout un réseau. Et puis là, en ce moment, on leur parle plus régulièrement. On les informe plus. C'est la meilleure recommandation que je peux donner aux gens, aux founders qui sont sur le webinaire, c'est parler plus fréquemment qu'à d'habitude avec vos outils. Clairement, on va devoir terminer. Je vous laisse juste une petite question qui est intéressante de Lucas d'ailleurs, justement sur le modèle des fonds, c'est quand même de financer la croissance et pas la... Ouais, donc tu finis sa croissance, c'est un objectif de rentabilité. Donc à un moment donné, on passe la main à des boîtes qui vont les amener vers la rentabilité. La question, c'est est-ce qu'on a un choix vers la rentabilité qui est plus important? J'investis toujours dans des boîtes qui sont rentables. Ça n'a pas changé. Par contre, effectivement, c'est avoir plus de visibilité. Ça va être beaucoup plus scruté. Et moi, j'ai toujours regardé, creusé avec les founders. Il y a des boîtes qui peuvent se mettre rentables du jour au lendemain et pour lesquelles on vient investir pour les aider à creuser un peu le cash burn pour investir dans les nouvelles ressources pour améliorer leur taux de croissance et pour prendre le marché qui est devant eux. Quand il n'y a pas de marché à prendre, si le marché fait joli de PIB va faire -6, les boîtes, je ne m'attends pas à ce qu'elles fassent 100% de croissance. C'est impossible. Ouais. Alors que l'économie est à l'arrêt. Donc, mais effectivement, la rentabilité, il faut les amener vers ça. Il y a des fonds qui, derrière nous, reprennent ces boîtes quand elles sont rentables ou des entreprises qui les rachètent parce qu'elles deviennent rentables. Mais il faut que la rentabilité soit claire. C'est une bonne question. Il y a Vivien qui me dit courage, merci. Est-ce que tu as un mot de la fin pour... Qu'est-ce que tu attends d'un entrepreneur qui soit sur son projet, quel que soit son stade de développement? Qu'est-ce qu'un fonds et un investisseur peut attendre d'un entrepreneur dans cette période? Comportement, pragmatisme, résilience, etc. C'est quoi ton avis? En plus, toi, tu as été entrepreneur. Donc... On s'attend à ce qu'il soit entrepreneur, c'est-à-dire qu'il soit vraiment dans la réaction. On le voit, nous, dans nos entrepreneurs, c'est juste assez génial. Moi, je prends un shoot d'énergie quand je leur parle, parce qu'ils sont sur 1 million de trucs, ils sont hyper créatifs. Donc, il y a un aspect, je gère le truc, je fais gaffe à mes dépenses, je gère ma trésorerie, etc. Et puis, la première réaction, c'est quand on est entrepreneur, c'est quelle opportunité j'ai devant moi et quelle opportunité me présente cette crise. Et il y en a plein qui réfléchissent déjà au coup d'après. Qu'est-ce que je vais faire pour mieux traverser cette crise? Qu'est-ce que je vais faire en sortant de cette crise? Et comment je vais
qu'est-ce que je peux faire de différent? Et finalement, il y en a plein qui se disent, OK, je vais réfléchir aussi à… j'aime bien cette posture qui est de dire, même si je suis une boîte série A qui pense élever une série B, aujourd'hui, je suis dans une phase de seed. Alors, des fois, j'ai beaucoup de cash pour une boîte de seed, mais est-ce que j'ai le bon produit? Est-ce qu'il me faut autant de mecs au commerce pour aller vendre un truc alors que j'ai personne pour acheter en face? Et est-ce que je ne me refocalise pas? Est-ce que j'ai le bon product market fit? Est-ce que ce n'est pas vraiment le moment de l'améliorer? Donc, les boîtes vont regarder, vont se recentrer vers leurs produits. Quand tu ne peux pas aller vendre, tu as un produit et tu vas au marché. Si ton marché, si tu n'as pas de demande, bah, travaille ton offre. Et les boîtes qui, de façon smart, travaillent leur offre, à mon avis, elles ont plus de chances de passer au travers en autant qu'elles aient du cash. Mais on sait que c'est une période admirative de cette culture. Et je fais ce métier parce que je prends un shoot quotidien de parler avec des entrepreneurs et des idées, des projets, de l'agilité. Et je pense que c'est vraiment le moment d'y être et enfin, d'en faire montre. Et pas pour les investisseurs, parce qu'à l'ailleurs, on s'en fout. On est des. C'est pas pour eux, c'est surtout pour vos équipes aussi, parce que pour les founders, c'est hyper important de sentir que pour les équipes, c'est hyper important de sentir que leur founder, leur CEO, est aux commandes, un milliard d'idées, a plein d'idées pour sortir et met la boîte en ordre de marche. Et l'énergie qui est mise aujourd'hui à aller voir des clients, qui était mise hier à aller voir des clients, à faire la croissance, etc. Il faut qu'elle soit mise aussi sur les équipes, sur leur morale, parce que c'est pas évident de se retrouver tout à coup tout le monde à distance dans un monde hyper incertain. Et puis, en prenant des vraies décisions tranchées, ce qu'on attend toujours, et c'est pas seulement dans les startups, mais c'est même dans les grands groupes, ce que tu attends d'un leader, c'est qu'il soit tranché, c'est qu'il prenne des décisions. Et les décisions font jamais. Et elles plaisent pas à tout le monde, mais il faut les prendre. Le pire truc aujourd'hui, c'est de pas décider. Tu as une pierre qui t'est tombée sur la gueule, tu dis, bon, c'est pas grave, il n'y a rien qui change. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas le cas. Super mot de la fin. Est-ce qu'on peut te contacter, Alexandre, par quel moyen? Avec grand plaisir. Ton LinkedIn. Et ouais, c'est alex@caporn.vc, donc lettre V, lettre C, tout simplement. Donc alex@caporn.vc, et avec grand plaisir. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, posez-les-moi directement par mail. Jetez-moi LinkedIn. J'utilise pas Twitter. Ouais, LinkedIn, t'es bien sur les réseaux sociaux, donc clairement, merci beaucoup. Je remets le lien vers nos prochains webinars et merci Alexandre, c'était super d'avoir tous tes insights. Et puis je te souhaite une bonne journée et je vous souhaite à toutes et tous un bon courage. Merci. Bon courage à tout le monde. À bientôt. Ça va. Allez, bonne journée. Bientôt, au revoir.